Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'a priori on m'entend bien. Merci beaucoup à Gaëlle, à Émilie, donc à l'Université populaire d'avoir donné suite à donc ma proposition, hein, puisqu'au départ j'animais des ateliers plutôt en vrai. Et puis là, on se retrouve à discuter à distance. Je vais essayer de dérouler un petit peu un ensemble de réflexions où j'essaie de vous associer au maximum. Donc en vous posant quelquefois des questions, donc vous répondez dans le chat. Et si vous avez aussi d'autres questions ou d'autres réflexions qui vous viennent en cours de route, vous les notez dans le chat et puis soit je les attrape au vol et je réponds parce que ça rebondit sur ce qu'on dit, soit j'essaie de me les noter et je les reprends au moment où ça me semble opportun, en espérant qu'à l'issue de ma présentation, on aura un petit temps d'échange. On se donne 1h15, c'est ça, Gaëlle? 1h15, 1h20, c'était ça à peu près le format, je ne me Oui, rappelle plus. Voilà, une c'était à heure, peu près ça. très bien. Voilà, donc histoire de laisser un temps aussi d'échange et de complément par rapport à ce que je vais vous présenter. Voilà, donc du coup, le sujet, donc pourquoi est-il si difficile de changer? Il m'est venu pas que, parce que c'est un sujet, je pense, qui nous préoccupe tous, hein, et qui nous intéresse tous, mais il m'est également venu par rapport à cette situation qu'on a vécue, dans le confinement, déconfinement, où du coup, on a parlé beaucoup des changements, de l'après, on n'allait plus jamais faire comme avant, enfin, toute cette problématique du changement, on l'a vécu tous, très fort, au moment où il a fallu changer nos habitudes au moment du confinement. Et on en a eu un écho plus collectif au moment où on a dit: «Il faut changer la société, il faut changer ci, il faut changer ça», et on a senti cet appel finalement, à du changement. Voilà, d'où l'idée de cette thématique, hein, qu'on va essayer d'aborder de manière assez large et en se demandant donc, sous la forme que j'ai choisie pour poser la question: «Pourquoi est-il si difficile de changer?» On a quand même l'idée que, par définition, ça l'est, puisqu'on se demande pas si c'est difficile, on se demande pourquoi. Donc on pose tout de suite, la question des raisons et on part du principe que de fait, c'est difficile pour nous, pour, les êtres humains en général, de changer. Voilà. Ça peut paraître étonnant si on y réfléchit 5 minutes parce que, finalement, tout change tout le temps. Nous, on change, on grandit, on vieillit, on évolue de la même manière que n'importe quel être vivant, de la même manière même qu'un objet qui peut vieillir et changer et donc modifier son état. Puisque la définition du changement, c'est quand même ça, c'est, passer d'un état à un autre. Enfin voilà, il y a un avant et un après, ou il y a en tout cas 2 états différents dans un être. Pensez au changement d'état de la matière, de l'eau, qui peut devenir de la glace, du liquide, par exemple. Voilà, donc rien de plus banal finalement que le changement qui est vraiment inscrit comme un phénomène, naturel et on n'est pas pareil aujourd'hui qu'on l'était là il y a 10 ans, on n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte ou vieux ou bon, voilà. Donc en même temps, on pourrait dire: «Mais pourquoi c'est difficile alors que c'est si normal, c'est si naturel de changer?» Donc ça, c'est une première chose. Et puis autre chose que j'ai illustré par la série des petites vignettes que j'ai mis en bas de excusez-moi, de mon premier slide qui est et j'ai été surprise de voir le nombre de livres, le nombre de sites internet, qui nous promettent, de changer de vie, qui nous promettent, de tout changer, qui nous promettent monts et merveilles, comme si finalement le changement était, la panacée ou était, quelque chose de désirable pour nous tous. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre société. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais en tout cas aujourd'hui le changement est perçu comme désirable. Je rappellerai pas, un slogan politique, qui a animé une récente campagne présidentielle, hein, le fameux «Changement, c'est maintenant». Si ce slogan avait été choisi, c'était bien parce que le changement était perçu comme désirable et que, le candidat qui a été élu sur ce slogan, était vu comme porteur justement, d'un potentiel changement. Voilà. Donc on nous a promis quelque chose, vis-à-vis de ce changement et si on nous l'a promis, c'est qu'on considérait qu'on allait trouver ça super. Voilà. Bon, donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit, vis-à-vis duquel on aborde le changement. Hem,
finalement, si le changement là est vu comme désirable, c'est bien parce qu'on considère que finalement on peut en être acteur. Et les petites vignettes que j'ai mis en bas, changez votre vie, une rencontre pour changer votre vie. J'aime bien aussi celle du côté, je ne sais pas si vous la voyez en entier, qui est, si tu veux changer de vie, commence par faire ton lit. Enfin voilà, en gros, le truc magique qui fait que tout d'un coup le changement devient possible. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir finalement que ce changement, il est toujours, le fruit d'une décision personnelle, d'une intention volontaire et qu'en gros on se retrousse les manches et on va changer ce qui ne nous convient pas. Bon, alors c'est peut-être pour ça que ça devient difficile parce que c'est pas si simple à faire, heu, qu'il y paraît. Alors, du coup, je commence par, vous solliciter pour une question. Alors attendez, il faut que je me retrouve dans mon dans mon chat. Hem, alors, est-ce que si je fais ça, j'ai mon oui, c'est ce que m'a dit Gaëlle, il fallait que je fasse, voilà, suivant. Alors, du coup, je vous pose, la question un petit peu à l'envers, puisqu'on se dit: «Bah, pourquoi ça semblerait si difficile de changer?» Et je vous demande de mettre dans le chat, d'après vous, qu'est-ce qui est facile à changer? Je vous ai mis des petites pistes, des petites idées là dans ma diapo. Bon, pourquoi ça serait si difficile? Après tout, il y a plein de choses, il y a plein de changements qui semblent assez faciles à entreprendre. Donc essayez d'abord de répondre à la question à l'envers, en mettant un mot, ou un domaine, une chose qui vous semble vraiment facile à changer. Changer de coiffure, oui, c'est des idées que j'ai mis. Bah oui, après on dit: «Voilà, je vais changer», puis quand on revient, on a tout le monde qui dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que ça te change? Tu bien comme ça», et cetera. Voilà. Changer de voiture, oui, les changements qui apportent plus de plaisir, les lunettes, le mobilier, la nourriture, changer oh là, ça va vite, la décoration, des couleurs de vernis à ongles, des trajets habituels, la déco, changer de slip, oui, bah, oui, a priori, ça a pas l'air trop compliqué dit comme ça. Changer progressivement de régime alimentaire, ça peut aussi tout d'un coup. Changer de mec, bah, oui, pourquoi pas, je sais pas si c'est si facile, mais why not? De téléphone, voilà. Donc vous voyez bien que vous avez aucun mal à faire la liste de tout ce qu'on peut trouver facile à changer. Bon, hem voilà, oui, il y a des choses rigolotes, mais effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles on a prise. Quelqu'un a dit à un moment: «Oui, c'est plutôt des objets». On peut changer, un objet ou changer, l'utilisation de quelque chose qui est, finalement lié, à des produits matériels ou à des biens matériels. Et c'est effectivement la majorité des choses que vous avez citées. OK, donc du coup, oui, il y a des trucs qui sont faciles à changer, vous en avez plein d'exemples. Donc maintenant, essayez de vous demander, un petit peu, à contre-courant de ça, hem, les choses ou les situations de la vie, c'est plus des objets ou des choses matérielles, où vous avez trouvé, vous, que vous avez vécu, que vous avez traversé et que vous avez trouvé difficile justement, à traverser parce que le changement que ça représentait pour vous était une épreuve ou était compliqué. Voilà, donc à l'inverse, perdre du poids, alors ça, je sais pas si c'est dans le facile à changer ou dans le difficile, mais on peut tout à fait l'appréhender des 2 côtés. Arrêter de fumer, oui, c'est un exemple que je vais reprendre après, que je vais creuser un petit peu, qui paraît difficile. Prendre de l'âge, vieillir, bah oui, ça semble naturel parce que c'est la loi de la nature et du temps qui passe. Le deuil, le déménagement, les habitudes, gérer ses émotions, quitter quelqu'un, changer de travail, arrêter une relation amoureuse, arrêter de procrastiner, oui. Alors là, vous voyez qu'on touche à des choses qui sont dans nos comportements, dans nos choix de vie, parfois, quand vous dites changer de métier, changer d'habitude, et cetera. Manger du chocolat, est-ce qu'on est bien sérieux? Peut-on vouloir changer et arrêter de vouloir manger du chocolat? Bon, on verra après. Mais en tout cas, oui, ça touche à des sujets où on considère finalement que le changement est difficile quand il concerne nos manières de vivre ou nos choix de vie plus ou moins fondamentaux, quand on parle du boulot, quand on parle des relations amoureuses, quand on parle des relations qu'on entretient avec les autres. Là, on peut effectivement s'interroger sur les difficultés qu'on peut avoir, à assumer un changement que par ailleurs on souhaite. Et c'est ça aussi tout l'enjeu de ce questionnement-là qu'on essaie d'avoir, c'est qu'on a beau vouloir le changement, eh ben, il est malgré tout difficile à mener. Voilà. Donc, puisque la question est posée comme ça, c'est pas pourquoi c'est difficile, enfin, c'est pas
le fait de changer en soi, mais c'est pourquoi c'est difficile, qui nous intéresse. On va voir effectivement que, il faut différencier ce changement vu comme simple passage du temps et puis la manière dont nous, on va, vouloir soit provoquer le changement, soit vouloir changer, soit, subir un changement qu'on n'a pas souhaité quand quelqu'un avait mis un divorce ou, voilà, ou des situations où finalement on subit le changement et il est peut-être d'autant plus difficile à vivre. Très bien. Alors du coup, on va s'interroger à ça sur finalement, bah, est-ce que ce qui est le plus difficile, c'est le changement sur lequel on a prise ou le changement qu'on subit, de par les aléas de l'âge, de la vieillesse, des relations qu'on a avec les autres, ou de ce qui nous tombe dessus sans forcément qu'on l'ait prévu? Donc ça, c'est une chose et en même temps, qu'est-ce à quoi on résiste finalement quand on trouve que le changement est difficile? Et là, on retombera sur, les choses que vous avez évoquées par rapport aux addictions en particulier, par rapport aux habitudes, où là, il y a effectivement un enjeu, qui montre bien cet écart entre «je veux changer» et «j'y arrive». Heu, on va voir, voilà, alors vous avez déjà trouvé quelques pistes qu'on va explorer. Cette peur de l'après, heu et tout ce que ça va engendrer. Alors, 1re alors ce que je fais, c'est que, ben, dans un déroulé qui est très philosophique, hein, puisque c'est c'est quand même, ce genre de point de vue ou cette genre de démarche que j'essaie de vous proposer, c'est d'explorer des hypothèses et puis après de les mettre en perspective, ces hypothèses, de voir éventuellement celles qui vous parlent. Donc l'idée, c'est pas forcément que ce que je vous présente, je suis forcément d'accord avec tout ou d'accord avec rien, mais je développe des hypothèses, on les étudie, on les analyse, on y réfléchit et après évidemment, l'idée, c'est que chacun, ait un peu du grain à moudre pour faire son chemin, et sa réflexion par rapport à cette question-là. Alors la 1re hypothèse que je vais un petit peu creuser parce qu'en finalement réfléchissant l'ordre dans lequel je vais faire les choses, je me dis: «Non, non, je peux pas laisser de côté cette idée-là qui est quand même très importante dans notre culture occidentale». Dans d'autres cultures aussi, je pense aux cultures, asiatiques. Également, je l'ai lu encore tout à l'heure en finissant de peaufiner cette intervention, dans les cultures de peuples dits, primitifs ou dans des cultures, d'Indiens d'Amazonie en particulier. Hem Persiste beaucoup cette idée que finalement, si on trouve le changement si difficile à mener, c'est parce qu'il est tout simplement impossible et que au fond, l'ordre du monde, l'ordre des choses et les comportements humains ne font que se reproduire avec des variantes, certes, parce que, ben, voilà, on a des voitures, on a des ordinateurs, ben, il y en avait pas, à l'époque des Grecs, mais que au fond, les comportements fondamentaux et les cycles fondamentaux du vivant restent, toujours identiques. Voilà. Donc ça, c'est une première hypothèse qui est, intéressante parce qu'elle est pas du tout dans on va dire dans l'opinion commune, qu'on diffuse aujourd'hui que, le changement c'est génial, que l'innovation c'est formidable et que de toute façon tout change tout le temps partout et que c'est très bien comme ça. Mais en même temps, je pense qu'elle est à considérer. Vous me direz, ce que vous en pensez, parce qu'elle a quand même traversé, pendant des siècles l'histoire des idées et l'histoire humaine. Alors cette idée-là que, ben, si c'est si difficile de changer, c'est parce que finalement, nous, êtres humains, bah, on pédale un peu, toujours dans notre roue du hamster. On a toujours l'impression qu'on change des choses, mais au fond, l'ordre du monde continue de manière quasi, imperturbable, tant que nous, on vient pas un peu mettre le bazar dans tout ça. Alors cette idée, on la retrouve dans beaucoup de cultures, hein, mais on la retrouve, chez les Grecs. Alors c'est l'illustration que j'ai choisi de vous mettre ici. Avec cette idée finalement que, ben, au fond du fond, la permanence du monde et la permanence du cosmos, tel que les Grecs le pensaient, est un ordre immuable, est un ordre cyclique, de succession de jours, de nuits, de croissance, de mort et que, c'est ça finalement qui fonde que chaque chose et chaque être dans le cosmos, sur la Terre, a une place et que cette place lui est assignée et que quoi qu'il fasse finalement, bah, cette place, il la remplit à partir du moment où où il développe, sa manière de vivre et ce qu'il doit être dans le monde. Livre sur le sujet, alors si vous voulez un livre plutôt scientifique sur le sujet, c'est Coiré. Attendez, non, j'essaie d'écrire dans le chat, mais j'ai pas le bon, truc. Heu, ouais, je vous le mettrai peut-être après. Voilà. C'est un épistémologue, un spécialiste de l'histoire des sciences, dans un livre qui s'appelle «Du monde clos à l'univers infini».
Et dans l'illustration que j'ai choisie, vous avez vraiment cette idée-là, d'un monde clos, d'un monde où tout est ordonné, où tout a sa place, les astres, les êtres humains, la matière, les 4 éléments, enfin tout a une place, y compris l'être humain, et que finalement, quoi qu'on fasse, nous petits hommes à nous agiter dans tous les sens, l'ordre est immuable. Vous trouvez ça beaucoup dans toutes ces histoires enfin dans l'Iliade, dans l'Odyssée, dans toute la mythologie grecque, où ce qui est vraiment très très fortement porté, c'est la notion de destin. Oedipe, quel que soit son destin, eh ben, il l'accomplit parce que c'est dans l'ordre des choses et c'est dans l'ordre de la nature humaine. Donc on peut vouloir changer tout ce qu'on veut, ça reste finalement en surface et on ne changera pas au fond du fond. Voilà, le fameux le destin, voilà, dans le mot grec du fatum, on ne changera que de manière très superficielle et très éphémère les choses. Et donc, bah, autant renoncer à changer puisque de toute façon, ça ne changera pas. Hop, alors attendez, j'ai juste un petit toujours voilà. Alors vous le retrouvez, ben, dans la tradition biblique, hein, cette fameuse formule qui est passée dans le langage courant, hein, «Il y a rien de nouveau sous le soleil», c'est exactement cette idée-là. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Donc souvent, ben, on rebouclera avec cette idée sur la fin, ça va avec l'idée qu'il y a un ordre religieux ou un ordre mythologique qui est transcendant, qui est au-dessus de l'homme, qui finalement organise le monde, et l'homme, là-dedans n'est qu'une pièce finalement sur l'échiquier, et n'a pas tellement plus de marge de manœuvre que n'importe quel être, qu'il soit vivant d'ailleurs ou pas. Voilà, donc c'est un peu une prétention contemporaine, en tout cas moderne, de d'imaginer que nous, on va changer les choses dans un ordre qui est déjà largement soit préorganisé, soit, déterminé par un dieu ou par une puissance supérieure. Voilà, donc ça c'est quand même une idée très forte qu'on a totalement perdu de vue dans la modernité. Et je reprends ce texte alors de Nicolas Machiavel, hein, qui est un auteur italien de la Renaissance, et qui a vraiment fait la passerelle entre cette époque antique, ce monde que je viens de vous décrire comme, bah, on peut toujours se fatiguer à vouloir changer des choses, au fond on ne change rien, et une époque qui est l'aube de la modernité, heu, en pointant finalement, bah, quelle est la marge de manœuvre ou quelle est la marge dans laquelle l'homme peut changer les choses. Et donc ce que dit Machiavel dans ce très beau texte, hein, c'est un texte que j'aime beaucoup, si vous avez l'occasion, il est facile à trouver même sur internet. Donc très beau texte où il dit finalement que les hommes sont jamais contents, ils passent leur temps à se plaindre du présent, ils sont jamais contents de ce qu'ils vivent, normal puisqu'ils ont tout sous les yeux, donc ils voient les défauts, ils voient les failles de tout ce qui se passe, ils passent leur temps à critiquer, donc ils sont jamais contents du présent, ils trouvent toujours que c'était mieux avant. Bah, oui, parce qu'avant, on peut idéaliser, on peut dire: «Oh là là, qu'est-ce que c'était bien quand, on était mariés». Bah, ouais, bah, aujourd'hui, on voilà, on a perdu son travail ou on a divorcé ou on traverse des épreuves qui peuvent être difficiles, et là, on dit: «Bah là là, le présent, qu'est-ce qu'il est difficile». Voilà, et du coup, dit Machiavel aussi, on a tendance à désirer l'avenir en disant: «Ça sera mieux demain», et donc à vouloir changer. Donc Machiavel illustre bien cette bascule entre, un monde stable où, bon, bah, finalement, on ne peut rien changer, et c'est ce qu'il dit dans la citation que je vous ai mis là. Le monde se soutient toujours dans le même état, de tout temps, et il y a toujours la même quantité de bien et de mal. Voilà, et ce bien et ce mal ne font que parcourir les divers lieux et les divers contrées. Sous-entendu, ben, les choses sont telles quelles, et l'homme, son désir de changement est simplement ou principalement motivé par, une espèce de frustration du présent, une espèce de mécontentement du présent, et finalement une projection ou du moins une idéalisation de l'avant et de l'après. Voilà. Donc ce que dit Machiavel, c'est: «Le moment présent ne nous convient jamais, on n'est jamais satisfait, on éprouve de la haine», hein, même il emploie ces mots-là, ou de la crainte, parce que le présent nous met dans la situation du choix, de prendre des décisions. Là où précisément, bah, on est toujours un petit peu tourné vers le passé ou vers l'avenir, qui nous semble plus désirable. Voilà. Donc ce que dit Machiavel avec ça, après je vais répondre à vos questions. Ce que dit Machiavel derrière ça, c'est que finalement, désirer le changement ou vouloir engager le changement, c'est s'inscrire dans un leurre ou dans une illusion, et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que finalement, quand on veut changer, on se berce de l'illusion que les choses peuvent changer de par notre seule action.
et que c'est illusoire au fond. Donc, ça nous semble difficile, ça nous semble douloureux, ça nous semble compliqué, précisément parce qu'on est un petit peu dans la roue du hamster et on tourne et on tourne et on dit: «Mais pourtant je fais tout ce qu'il faut pour que ça change et ça ne sert à rien et le monde ne change pas et qu'est-ce que je suis pas bien dans mon présent et qu'est-ce que ça serait mieux dans l'avenir et qu'est-ce que c'était mieux avant?» Voilà, donc il a une analyse, très intéressante dans l'idée finalement que le changement, n'est que notre désir de changement n'est qu'une illusion et ne sera jamais rien d'autre. Alors je réponds à Claire qui demande: «Oui, est-ce que Héraclite s'est opposé à cette idée ou est-ce qu'il y a continuité?» Alors clairement, pour ceux qui connaissent, le contexte de la philosophie antique, il y a clairement une opposition dans l'Antiquité entre la thèse que je vous ai présentée vraiment dans les grandes lignes, qui est l'idée dominante d'une permanence du cosmos, une permanence du monde, qui est la thèse qu'on retrouve, chez Parménide, chez Platon, chez Aristote et la position d'Héraclite qui effectivement est une position, tout à fait marginale et particulière dans la philosophie antique, où Héraclite a été un de ceux qui précisément, a posé le fait que le changement était permanent. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être la célèbre phrase, «On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve». Bon, il y a eu d'autres phrases aussi comme ça où il pointe que finalement le monde est dans un changement permanent, et la différence avec une pensée moderne, c'est que pour Héraclite, l'homme est finalement pris dans ce flux de changement comme un fétu de paille. Il n'a pas une place à part dans le monde qui ferait qu'il pourrait être un acteur du changement, plus que d'autres êtres vivants. Alors que quand on passe dans le monde moderne, hein, et ça commence au XVIIe siècle, on passe vraiment dans l'idée que l'être humain est un acteur de changement et qu'à lui seul, il est un peu comme un démiurge, il peut changer, la face du monde. Voilà, j'espère que ça répond à Claire. Jessica dit: «On ne change peut-être pas le destin, mais on peut changer sa vie. Nous sommes maîtres de nos décisions et de nos choix». Alors ça, c'est effectivement, un point de vue intéressant et qui reflète tout à fait la manière qu'on a de voir les choses aujourd'hui dans le monde contemporain. Pour un ancien, pour un grec, c'est complètement, inconcevable. C'est-à-dire que même en prenant nos décisions et nos choix, on n'est que l'exécutant finalement d'un destin qui nous dépasse. Donc voilà, c'est une idée moderne, hein, je la juge pas, hein, je la partage d'ailleurs, mais c'est une idée tout à fait, contemporaine. Oui, Ilona, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Oui, ça, c'est du Héraclite. Ça, c'est vraiment du Héraclite au sens où, tout le monde est pris toute chose est pris dans un flux perpétuel, qui s'oppose, à l'être ou à la permanence des choses et qui fait que l'homme n'a pas plus de prise, que toute autre chose sur le cours de son existence. Voilà, donc du coup, quand Machiavel dit finalement enfin je traduis un petit peu, je me suis basée sur sa pensée pour penser avec lui cette idée, bah, comment on pense le changement dans un monde permanent? Bah, on le pense comme une illusion. Alors Sandrine dit: «Oui, nous vivons dans une illusion, que toute chose est impermanente». C'est déjà un grand pas que de le comprendre. Oui, effectivement. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de poser avec vous que cette vision du monde, elle est contemporaine et que, ben, dans d'autres époques de l'humanité et même dans d'autres cultures humaines, on reste quand même très attaché sur l'idée d'une permanence du monde. Je lisais tout à l'heure dans une tribu, d'Indiens d'Amazonie, le fait que le chef de la tribu n'est pas choisi sur le mode: «Le changement, c'est maintenant». C'est-à-dire qu'on ne choisit pas un chef parce qu'il promet du changement, on choisit le chef qui va être le plus garant de la tradition, de la stabilité, de l'impermanence, du solide quoi, hein, ce qui est complètement, à l'opposé de notre culture à nous où, ce qu'on veut, c'est que ça change, quoi. Oui, la question des traditions effectivement est importante. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette, aspiration au changement, qu'on ne peut jamais totalement satisfaire si on reste dans l'idée que le monde est permanent? Ben, on peut en faire, une forme d'utopie, de dire que finalement, le changement auquel on aspire ne peut être qu'utopique, illusoire ou utopique et c'est intéressant aussi de voir que c'est, à peu près dans la même période de la fin de la Renaissance. Alors Machiavel, c'est le début de la Renaissance, Thomas More, c'est plutôt la fin de la Renaissance. Auteur anglais qui a écrit, ce texte qui s'appelle Utopia, qui a donné le fameux mot que tout le monde connaît, utopie. Donc en Grèce, autopos qui est non-lieu, sans lieu, le lieu qui n'existe pas ou le lieu de nulle part. Et Thomas More donc, décrit, dans son texte, hein, Utopia,
un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux, donc c'est super, c'est tous les problèmes des hommes sont résolus, et là, on peut effectivement penser que l'utopie, c'était, une possibilité d'aspirer au changement, tout en ayant en tête que ce changement n'est qu'illusoire ou n'est que de l'ordre du rêve, ou d'une projection dans un monde qui est par essence, permanent. Alors ce qui est intéressant, parce qu'on peut aussi penser aujourd'hui qu'on a aussi des utopies, dans nos appels au changement. Je pense à l'écologie, par exemple. Est-ce que c'est utopique ou pas d'appeler à un changement, de nos pratiques, vis-à-vis de la destruction de l'environnement? Est-ce que c'est utopique d'espérer un changement, politique ou économique? Bon, on a entendu beaucoup de choses là au moment du déconfinement. Ben, je pense que ça peut mériter une réflexion au sens où effectivement l'aspiration au changement, nous pousse à l'utopie, et ce qui est intéressant dans l'utopie, c'est que, elle ne décrit pas un monde idéal qui pourrait être totalement, on va dire, naïf ou refléter nos espoirs les plus improbables. Mais l'utopie, elle décrit toujours finalement en creux la réalité dont on veut plus. Elle dit toujours: «On veut plus de ce monde-là». Et donc quand Thomas More dit: «Un pays avec un gouvernement idéal», ben, il critique en creux le gouvernement qui était celui de son époque. Où règne un peuple heureux, bah, il critique en creux, une société où le bonheur des hommes n'était absolument pas pris en considération. Donc dans toute utopie, et si vous connaissez, j'imagine vous en connaissez, hein, des textes, qui décrivent des utopies, il y a toujours en creux une lecture tout à fait intéressante, qui appelle au changement, qui appelle à un autre monde, qui appelle à un renouvellement de la manière dont l'homme, prend la main finalement sur ce qu'il souhaiterait changer ou pas. Bon, donc ça, c'est une chose intéressante, à observer, de voir que finalement, bah, l'appel à changer, c'est pas juste une illusion, c'est aussi, le signe d'un rejet, d'un dépassement, de quelque chose qu'on ne veut plus, et que c'est peut-être déjà dans notre tête un premier pas vers le changement. D'arriver à identifier, je crois que quelqu'un l'a mis plus haut dans le chat, d'identifier déjà ce qu'on ne veut plus. Est-ce que ce n'est pas changer son jugement sur la réalité à laquelle on est confronté? Voilà. Heu, alors du coup, l'idée qui ressort de tout ça, c'est que finalement, si on en reste à cette idée que le monde est permanent, que si on aspire au changement, on est dans l'illusion ou dans l'utopie, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, et c'est la formule que je reprends de Descartes parce elle est très synthétique et elle est très claire. C'est-à-dire, bah, puisqu'on ne peut pas changer le monde, eh ben, changeons nos désirs, changeons, notre jugement, changeons le regard qu'on porte sur le monde, plutôt que de vouloir à tout prix, se taper la tête contre le mur à vouloir changer le monde qui de toute façon, nous dépasse ou obéit à un ordre qui n'est pas le nôtre. Voilà, donc ça c'est une proposition bah, qui se tient, hein, de dire finalement au fond on ne change rien. Réfléchissez au nombre de fois où les gens disent: «Ouais, de toute façon, c'est toujours la même chose, ça change pas, on nous prend jamais en considération». Bon, c'est quand même quelque chose qui existe dans les discussions qu'on a avec, nos proches, bon, avec des collègues ou autres, de dire: «Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil». Voilà. Alors c'est une plainte, c'est peut-être un appel au changement, mais c'est aussi derrière ça, un appel à dire: «Bon, eh ben, on n'a pas prise sur, l'ordre du monde en général, donc, ben, peut-être qu'on peut réfléchir à nous changer nous, plutôt qu'à changer, ce qui nous entoure. Heu, ouais, changeons notre monde plutôt que le monde. Voilà, c'est à peu près ça l'idée de Descartes quand il dit: «Changer ses désirs, plutôt que l'ordre du monde». Alors vraiment, voyons ce que ça vaut si on fait ça, si on essaie de se dire: «Bon, on laisse tomber, on va pas changer le monde, hein, parce que voilà, c'est trop compliqué, voire même c'est illusoire. Essayons de nous changer nous. Essayons de travailler à se changer soi». Et ben là aussi c'est difficile, figurez-vous, enfin il me semble en tout cas. Pourquoi c'est difficile de se changer soi-même? Bah, vous allez déjà, y réfléchir. Pourquoi c'est difficile? Est-ce que vous pourriez penser à une habitude? Pour penser à des choses très, très, récentes, pourriez-vous penser à une habitude que vous avez dû abandonner au moment du confinement? Dire le 16 mars, tout d'un coup, hop, confinement, et on a tous dû, en principe, faire un certain nombre de renoncements à des habitudes qu'on avait avant. Donc voilà, essayez de réfléchir, un petit flashback sur les habitudes auxquelles vous avez dû renoncer, voire même des habitudes que vous avez acquises, durant cette période.
Alors, regarder les infos. J'ai arrêté pour garder une santé mentale, voilà. Arrêter de devoir aller au cinéma, effectivement, moi aussi ça me manque beaucoup. Renoncer à la liberté au sens la liberté de mouvement, de sortir, d'aller et venir comme on le voulait, sortir avec ses amis, aller dans des bars avec des amis, sortir de chez soi et cetera. Oui. Aller à la piscine, bah oui, de fait. Se promener dans la nature, ouais. Boire un verre entre amis, effectivement. Tout ça, c'est des habitudes auxquelles il a fallu renoncer, qu'il a fallu abandonner et de fait, on a dû changer. Et ça a été, pour certains très difficile, pour d'autres très douloureux même. Heu et ce faisant, est-ce que du coup vous avez acquis, d'autres habitudes? En vous disant: «Tiens, j'ai fait ça pendant le confinement et je vais continuer à le faire après». Ouais, se centrer sur soi-même. Alors si c'est devenu une habitude, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Habitude d'appeler sa famille tous les jours. Un retour à une vie plus simple. Ouais, arrêter le sport, la danse, mais finalement j'ai adoré le confinement. Prendre le temps, développer les visios. Ouais. Expérimenter la méditation, le yoga, faire davantage de télétravail, vivre l'instant, marcher et cetera. Ouais, ouais, ouais. Donc vous voyez que vous avez presque même plus d'idées sur, les habitudes les nouvelles habitudes que vous avez acquises, que sur ce que vous avez abandonné parce que finalement, bah, peut-être que c'est déjà loin et que vous avez déjà fait votre deuil, des choses que vous pouviez faire avant et que vous n'avez pas forcément, gardées. Vous voyez, moi, au niveau de mon travail, on a aussi changé beaucoup d'habitudes et on s'est aussi beaucoup dit: «Tiens, il faudra qu'on voit les choses, les nouvelles habitudes qu'on a trouvées, qu'on a inventées après le confinement et qu'on aimerait pouvoir garder». Parce qu'il y a des choses qui effectivement, dans la contrainte, on s'est mis à créer d'autres manières de fonctionner et il y a des choses qu'on aimerait bien garder parce qu'on trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais vous faire voir, c'est que précisément, hem renoncer à ses habitudes, c'est certes difficile, c'est coûteux, voilà, c'est pas marrant quoi, c'est pas simple. On le fait pas forcément, du jour au lendemain ou très rapidement. En tout cas, on a un temps d'adaptation, au fait qu'on a abandonné une habitude, mais une fois qu'on l'a fait et ben, on arrive à acquérir une autre habitude ou une nouvelle habitude. Alors arrêtons-nous un petit peu sur ce concept d'habitude. Donc déjà dans ce qu'on a dit, l'habitude pour vous, si vous deviez la caractériser, c'est quoi? Qu'est-ce qui va caractériser une habitude? Ouais, alors la monotonie, oui, dans l'habitude, il y a cette notion de répétition. Effectivement, une habitude, c'est quelque chose qui s'est installé et qui se répète, autant de temps que nécessaire. La fréquence, faire quelque chose automatiquement, oui, l'automatisme du comportement, la régularité, le fait de faire quelque chose sans décision, la récurrence, ouais, le confort, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on a acquis une habitude, ben, si on la garde et si elle s'est installée voire même enracinée, dans notre rythme, c'est parce qu'elle nous apporte un confort ou une facilité d'exécution de certaines choses. Oui, je pense que vous avez mis un petit peu tout ce qui caractérise l'habitude. L'effort, oui, la notion d'effort, parce qu'on peut aussi, fournir un effort conséquent pour acquérir une habitude. Je vous ai mis l'exemple du joueur de luth, hein, parce que c'est un texte de Descartes, dans une lettre à Mersenne, où il qualifie l'habitude de mémoire corporelle, en disant finalement que l'habitude, c'est quelque chose qui s'inscrit dans notre corps, qui s'inscrit dans nos gestes et quand vous disiez tout à l'heure, ça plusieurs d'entre vous ont dit automatique, c'est que finalement ça se fait sans y penser. Ça se fait tout seul, c'est du rituel, c'est de la répétition, c'est de l'automatisme et que, ce que dit Descartes, c'est que le joueur de luth, bah, une fois qu'il a effectivement produit l'effort pour acquérir, la technicité, ses doigts jouent tout seuls sur l'instrument. Peut-être si certains d'entre vous sont musiciens, ils ont peut-être aussi cette expérience-là, que finalement quand on a fait cet effort d'apprentissage qui peut être très conséquent, hem, finalement notre corps a incorporé totalement les gestes, les comportements, les conduites et c'est quand on les interrompt que ça nous manque, voilà, qu'on s'aperçoit que ça fonctionne plus. Par contre, quand on les développe, bah, ça se fait tout seul et on n'y pense même plus. Hem donc ça, c'est effectivement très, enfin, vous le voyez tout à fait, hein, dans le sport, dans l'addiction, les heures de musique, voilà, bah, tout ce côté-là, fait que l'habitude, c'est bien ce qui s'est inscrit comme une mémoire corporelle, hein, je cite, l'expression qu'emploie Descartes et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit finalement que cette habitude, elle s'inscrit d'autant mieux qu'elle est, je cite toujours Descartes, «hors de nous». C'est-à-dire qu'elle est liée à un objet, elle est liée à un environnement dans lequel nos gestes s'appliquent et effectivement, le joueur de luth
vous lui enlevez son instrument, bah, l'habitude, elle marche pas toute seule. Elle fonctionne parce qu'elle s'applique à un objet qui est son instrument ou à une partition. Je vois aussi qu'il y a des musiciens ou des musiciennes, bah, des fois, vous regardez la partition et vos mains, voilà, ça devient automatique et vous jouez tout seul. Ou vous tapez sur votre clavier d'ordinateur si vous êtes, très habitué à faire du traitement de texte et vous n'avez plus besoin de coordonner finalement votre corps et votre esprit et tout ça se fait d'une manière totalement fluide et sans effort particulier. Voilà, donc c'est exactement ce que veut dire Descartes quand il décrit cette habitude comme mémoire corporelle qui s'exerce hors de nous, sur un autre objet ou dans un autre espace. Et je pense qu'on a tous vécu pendant le confinement ce fait qu'on était chez nous, qu'on avait des habitudes anciennes, des habitudes nouvelles qui se sont créées et qu'elles se sont toutes organisées par rapport à l'espace qui était notre lieu d'habitation et les objets qui formaient notre quotidien. Voilà. Et l'habitude, c'est exactement ça. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on peut comprendre à quel point une habitude peut être difficile à changer. Parce que si votre habitude, elle est tellement intégrée qu'elle est dans votre corps, elle est plus dans votre esprit, elle est plus dans votre volonté, elle est dans votre corps, bah, nécessairement le jour où vous, dans votre esprit, vous avez décidé que vous allez l'abandonner, bah, votre corps, il est pas forcément, sur la même longueur d'onde ou il suit pas forcément. Voilà, et donc il y a cette espèce de décalage entre, ce que veut notre volonté et ce que fait notre corps qui a intégré une habitude acquise et qui apporte un confort, qui apporte, voilà, bah, toute une intégration d'une pratique. Voilà, alors il y a l'exemple du tabac, quand certains ont dit tout à l'heure, ce qui est difficile à arrêter, c'est arrêter de fumer, où vous avez exactement ce phénomène-là dans les addictions en général, où, vous avez beau vouloir, vous avez beau, y mettre de l'énergie, de la motivation, tout ce qu'il faut, c'est votre esprit qui veut et votre corps lui, a encore, une autre mémoire, une autre conduite intégrée et bah, les 2 s'accordent pas nécessairement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très puissant dans la difficulté à changer. C'est le fait qu'on est un être, ben, multiple et que c'est pas parce qu'on décide parce que notre esprit a décidé qu'il fallait changer quelque chose, que nos habitudes, suivent, j'allais dire, sans rien dire. Heu, je suis tombée sur un article intéressant d'un psychologue en neurosciences qui explorait justement par rapport bah, aux suites du Covid-19, hein, pas que du confinement, mais l'apprentissage des gestes barrières, enfin je pense que tout le monde est aussi un peu là-dedans, qui sont des changements d'habitude très forts. Et donc ce chercheur introduisait la notion de biais cognitif et il disait finalement que quand, notre comportement et notre savoir intellectuel sont en dissonance, sont en désaccord, et ben ça marche pas. C'est-à-dire que quand d'un côté notre comportement, fonctionne tout seul, on va dire, et que notre volonté, ben, va dans une autre direction, bah, là on est dans quelque chose qui fait que l'un court-circuite l'autre. Et ça, on le voit tout à fait quand, les études montrent pour le tabagisme, hein, par exemple, que, c'est pas parce qu'on sait que le tabac, ben, est nuisible, voire est mortel, que pour autant, ça suffit à nous faire arrêter l'habitude de fumer. Voilà. Heu Oui et donc du coup, donc il s'appelle Thalmann, hein, je pourrais vous donner la référence de son article, je crois que j'ai oublié de le mettre dans la biblio, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'inconfort ou de tension à ce qu'une information qu'on comprend tout à fait, parce qu'elle est claire, on nous dit: «Bah, voilà, pour vous protéger du covid, mettez un masque, lavez-vous les mains, enfin gestes barrières» et cetera et que pour autant, on voit plein de gens autour de nous, quand on va dans les magasins, même nous-mêmes, où on n'a pas intégré l'habitude. Alors qu'on comprend tout à fait son sens et sa pertinence. Voilà, et qui a ce qu'il appelle ce biais cognitif, c'est l'espèce de décalage qu'il y a entre notre connaissance d'une situation et puis la manière dont finalement l'habitude ne s'est pas encore calée vis-à-vis de ça. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que finalement on a beau marteler le message, que ce soit pour, les dangers du tabac, que ce soit pour les gestes barrières, que ce soit pour voilà, que tout ce qui implique une connaissance, ce n'est pas le bon biais finalement pour changer les habitudes, ou du moins c'est pas le seul. Voilà. Il faut pas parler à l'esprit pour, toujours espérer que le changement, suive, encore une fois sans que nos habitudes quelque part se révoltent ou nous disent autre chose. Voilà, donc les habitudes, je pense que c'est un frein très important au changement qu'on a souvent tendance à sous-estimer parce qu'on a l'impression que ça dépend de notre esprit et de notre volonté, alors qu'en fait non, pas totalement.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut expliquer qu'on a du mal à se changer soi-même, et bah, à appliquer, ce que nous dit Descartes: «Arrêtons de changer le monde, changeons-nous nous-mêmes». Autre chose qui dans le se changer soi-même qui est à mon avis un frein très important, c'est le poids des normes et le poids justement de tout ce que la société et de tout ce que, finalement le carcan de ce qui nous entoure va finalement nous imposer. Alors à vous, voir si vous avez des idées, des exemples de héros dans des histoires, dans des films, dans des romans, qui bousculent les normes pour changer et pour devenir eux-mêmes. C'est un thème classique, hein, dans la littérature, dans le cinéma. Heu, Ça peut être roman d'apprentissage, enfin ça peut être une situation où vous avez une idée d'un héros qui lutte finalement pour changer ou pour imposer, une autre manière de fonctionner que celle imposée par les traditions, par les normes dans lesquelles il est pris. Donc oui, Antigone, effectivement. Thor, je vois pas le lien, mais certainement. Alors Superman, Batman, ouais, les super-héros, effectivement. Peau d'âne, oui. Alors moi, mon illustration, c'est, Roméo et Juliette, parce que c'est un petit peu le toujours cette même histoire. Mais Peau d'âne, oui, c'est un exemple, auquel j'avais pas du tout pensé, mais qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que finalement, le fait de ne pas se couler dans la norme familiale, sociale, de la société dans lequel on est, hem et donc de vouloir changer, de vouloir se situer en décalage avec cette norme ou ce carcan, heu, empêche de devenir soi-même et où finalement, bah, en se contentant d'incarner la norme, on n'est pas du tout, soi-même et on doit lutter pour changer. Voilà. Donc effectivement, il y a toutes ces histoires. Alors oui, oui, là vous avez des exemples qui sont intéressants et ouais et qui sont très enfin qui les exemples que vous donnez sont beaucoup pris dans l'enfance, dans les récits d'initiation et voilà. Heu, oui, le prof dans le cercle des poètes disparus et ouais, les aventuriers, oui, Rosa Parks aussi. Oui, qui dit héros dit sacrifice, effectivement, et je pense qu'il y a cette idée-là que, s'il y a sacrifice, il y a bien cette idée que le changement coûte, voire même suppose de sortir de soi-même. Voilà, donc vous en avez plein. Effectivement, Star Wars aussi, c'est quelque chose auquel j'avais pensé. Mais je préférais vous demander parce que selon les cultures, des uns et des autres, c'est pas forcément, toujours, enfin l'exemple auquel, chacun va pouvoir penser qui va parler aux autres. Mais là, oui, chacun a trouvé un exemple qui lui parle. Voilà, donc vous avez compris l'idée et ça, c'est vraiment une espèce de récit type qui traverse, ben, toute la culture occidentale et peut-être même ailleurs du héros qui, bouscule les normes ou qui s'inscrit en faux contre les normes pour être lui-même, pour, gagner finalement son identité et qui pour ça doit lutter, parfois très difficilement, parfois au prix du sacrifice de sa vie, effectivement, pour devenir lui-même. Voilà. Donc du coup, on a effectivement cette idée que les normes sociales, elles orientent nos actions, elles nous construisent, on ne pourra pas dire le contraire. Elles influent nos manières d'agir et finalement, petit à petit, elles infusent, vis-à-vis de notre identité personnelle, de la manière dont on se construit et que, au moment où précisément on veut rompre avec ces normes, typiquement l'adolescence ou voilà, bah, le moment d'une rupture, ou d'un choix de vie, différent, on a effectivement cette espèce de conflit qui se crée entre, la norme qui nous a construit, qu'on a intégrée, qui fait qu'on vient de quelque part, d'une famille, d'une société et puis, le choix du changement. Ouais, effectivement, Tarzan, Spartacus, effectivement, tout ça, c'est des exemples, qui illustrent, totalement, cette idée-là. Voilà, donc les normes, certes, elles changent, on est bien d'accord, mais elles changent à une échelle qui n'est pas nécessairement celle de la vie d'un individu et même si elles changent, les règles, elles agissent toujours sur nous comme un facteur de permanence. Voilà, c'est toujours quelque chose auquel on se réfère, soit pour s'inscrire en faux, Spartacus, Tarzan, Luke Skywalker et cetera. Bon, il y a le fait de: «Je vais m'inscrire en faux contre cette norme», mais en fait, c'est cette norme aussi qui m'a construit et qui m'a fait à un moment, me révolter contre ou me sacrifier ou choisir d'aimer, Juliette, alors qu'elle n'est pas de la même famille et cetera et cetera.
Donc du coup, ces règles, elles nous tiraillent entre 2 choses. Elles nous tiraillent entre, finalement, une identité et une forme de permanence et puis, une difficulté à changer. Voilà, c'est un petit peu comme, l'encre qui tient le bateau au fond de la mer et que, bah, le jour où le bateau veut bouger, l'encre est là et elle tire vers le fond. Ça, c'est un 1er point qui peut expliquer qu'il est difficile de se changer soi, parce que ça nécessite, alors quelqu'un disait, oui, cette notion de sacrifice, cette notion d'un courage, d'aller au-delà, de ce que, le carcan de la société dans lequel on est nous a imposé. Heu, je sais pas si vous voyez du coup mon écran là? Si, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon écran, bascule pas, enfin je suis sur l'écran qui est pas celui que vous voyez. Bon, je sais pas. Heu, On voit le PowerPoint, Anne. OK, d'accord, ouais, parce que du coup, dans la petite fenêtre, je voyais pas la même chose. Excusez-moi. Oui, donc du coup, il y a à la fois le fait que ces règles et ces normes, nous ancrent, dans une identité, dans une société et en même temps, le fait que, ces règles nous poussent donc, à une forme de conformisme. Parce que de fait, comme vous le voyez dans ces figures héroïques, quelqu'un le dit aussi là: «Peut-on changer sans douleur?» Bon, ben, changer, ça veut dire forcément se rompre avec une forme de conformisme. Roméo, s'il avait voulu être conformiste, il n'aurait pas, voulu, il n'aurait pas, poursuivi dans son amour pour Juliette, quoi qu'il arrive. Donc du coup, il y a toujours cette idée dans la construction de l'identité que changer, c'est rompre finalement avec une forme de conformisme qui de fait est présent dans toute société. Oui, donc sortir d'une zone de confort, bah, la zone de confort, c'est aussi celle qui nous est donnée par le contexte. Alors pour répondre à Emma, les normes, ce sont les traditions, mais pas seulement. Ce sont aussi des règles non dites, des règles qu'on intègre, dans, des conventions de politesse, dans des habitudes de vie, dans des systèmes de pensée qui finalement nous structurent sans même qu'on s'en rende compte. Et il me semble que c'est ça un des facteurs qui rend difficile, de changer contre la norme, c'est qu'il est très compliqué parfois de mesurer quel est vraiment le poids de la norme, ou du moins l'impact qu'a la norme chez nous. Et que par définition, à partir du moment où on est dans une société, on est porté, à une certaine forme de conformisme. Alors je vous cite à cet égard, un auteur que je trouve extrêmement intéressant et lucide sur ce sujet, donc c'est Alexis de Tocqueville, dans son écrit sur la démocratie en Amérique, donc qui date de 1840, donc dans une époque où la démocratie n'était pas installée comme elle l'est aujourd'hui, mais où on peut dire qu'il a été très visionnaire dans sa description d'un état d'une société démocratique et aussi dans sa description des travers possibles de la démocratie. Et un des travers qu'il identifie dans la démocratie, c'est précisément le fait qu'elle pousse, au conformisme. Vous voyez dans la citation que je vous ai mis, alors je la relis là parce que je la vois pas en entière. On a bien l'idée que finalement, de quelque manière qu'on organise les pouvoirs et qu'on les pondère, il sera toujours très difficile d'y croire ce que rejette la masse et d'y professer ce qu'elle condamne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une société démocratique a instauré des normes, a instauré des règles de fonctionnement et une organisation des pouvoirs, il est toujours très difficile d'aller contre, précisément parce qu'elle est posée par, la démocratie, donc par le pouvoir de la majorité. Alexis de Tocqueville parle même de la tyrannie de la majorité, qui fait que, ben, envers et contre tout, s'opposer à ce que la démocratie a décidé, c'est extrêmement difficile. Voilà. Jessica dit, je trouve ça intéressant, ce sont les anticonformistes qui changent le monde. Ben, effectivement, ça peut être, une manière de voir les choses, mais en tout cas, il faut à un moment être anticonformiste pour mettre à distance ce poids des normes, cette tyrannie de la majorité, comme le dit Tocqueville à un autre moment, où il dit finalement que à partir du moment où c'est le règne de la majorité, où les hommes sont égaux en droit, en éducation, en capacité finalement à occuper les mêmes emplois, ou dans le sens où on va vers cette égalité, il dit égalité de conditions. Forcément, ils ont des besoins et des habitudes et des goûts qui s'harmonisent. Et c'est ce que décrit Tocqueville dans son siècle, hein, au 19e siècle. C'est que, bah, effectivement, on peut supposer que que les droits c'est évident, mais que les goûts, les opinions, les manières de vivre des nobles
dans la période médiévale, étaient très différents des goûts et des manières de vivre des serfs, et que la société démocratique harmonise, uniformise, donne une légitimité aussi à la norme, qui fait que, l'ère démocratique rend encore plus difficile que précédemment, le choix de sortir des cases, hein, comme dit aussi Claudie, de se décaler par rapport à la norme, qui fonctionne un peu de manière tyrannique, hein. C'est le mot qu'a Tocqueville, parle de tyrannie de la majorité. Heu, voilà, donc ça me semble être un frein très important, et ce qui est intéressant, c'est il est plus important encore dans une époque démocratique qu'il pouvait l'être, à d'autres époques où justement les figures de héros, d'élites, de personnages hors du commun étaient quand même très, très fréquentes, très valorisées, dans la littérature et dans la culture qu'elles peuvent l'être à l'époque démocratique. Voilà, où ce qu'on considère comme étant une force, c'est qu'on a droit tous à la même chose et que quelque part, on y aspire aussi d'une certaine manière. Tout ça, ça rend pas du tout difficile, ça rend pas du tout facile le changement, heu et du coup, ça met en question, cette problématique qu'il y a derrière, tout ce que je vous explique là dans ce point-là, qui est la question de l'identité. Finalement, ben, quels sont est-ce que finalement votre identité, ce que vous pensez être, heu, bah, vous l'avez construit par des changements? Ou est-ce que vous l'avez construit au contraire par, une appropriation, de votre, culture familiale, de votre culture sociale, de votre culture tout court, on pourrait dire? Et du coup, comment est-ce que votre identité s'est bâtie? Si tant est que l'identité, si on prend ça au sens strict, implique la permanence. Si on dit: «J'ai une identité», on implique, tout l'inverse du changement. On implique, quelque chose qui est substantiel, qui est stable, qui justement n'est pas menacé par le passage du temps. Votre carte d'identité, ben, elle est la même, alors la photo est pas la même certes, mais ce qui définit votre identité est la même chose depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Et là, il y a une permanence, indiscutable, absolue, qui constitue finalement le socle de ce qu'on peut être et de ce qui nous a construits. Voilà, donc du coup, est-ce que quand on change, on bouleverse notre identité? Question ouverte, hein, mais je pense qu'au moins on la décale ou on la déplace, ou on est amené à se reposer la question de qui on est et de ce qu'on veut, évidemment. Alors je vous laisse réagir. On devient nous-mêmes à partir du moment où on travaille sur soi, sinon on a une identité dans le passé. La nature profonde de notre identité reste la même. Alors vous voyez que vous avez aussi des opinions différentes là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on devient soi-même? C'est-à-dire qu'on considère que l'identité passe par un certain nombre de mouvements, de changements et d'évolutions dans notre vie, ou est-ce qu'on considère que, finalement, au fond, on reste toujours le même et qu'on change jamais? Voilà. Alors je ne sais pas si dans vous-même ou dans votre entourage, vous dites: «Oh là, mais lui, il a complètement changé», ou au contraire, vous pouvez dire: «Lui, il change pas, il est toujours pareil, hein, et je comprends toujours comment il se conduit». Et ça, c'est effectivement une approche, tout à fait différente, heu, par rapport auquel, ben, je pense qu'il faut resituer cette question de qu'est-ce qui est difficile dans le changement? Ou qu'est-ce qui rend si difficile le changement? Oui, alors voilà, il y a des positions très différentes, hein. Evelyne qui dit: «L'identité change en fonction des expériences», donc on est plutôt dans l'idée d'une identité mouvante, d'une identité qui se construit dans le temps et qui est jamais figée. Et d'autres disent: «Non, non, l'identité, elle est stable, il y a une base stable. On a une base des parents, puis tout dépend de ce qu'on fait de nos expériences, changement ou pas». Heu, la question du développement personnel qui est très importante par rapport, justement à ce sujet du changement et de l'identité. Parce que finalement, si on croit que le développement si on croit aux vertus du développement personnel, on croit par là même qu'on peut changer profondément dans sa personne quoi, dans son identité. Heu, ouais. Donc effectivement, la question, c'est que si vous changez, si vous estimez que vous pouvez changer, vous êtes un caméléon, oui, vous êtes un caméléon, mais vous êtes toujours un caméléon. Après, vous pouvez être bleu, vous pouvez être rouge, vous pouvez être vert, vous pouvez vous parer de toutes les couleurs possibles en fonction de ce que l'environnement vous amène à être, mais vous restez un caméléon, vous devenez pas un éléphant. Voilà. Et donc la problématique de l'identité, elle se pose en question de enfin, en matière de qu'est-ce qui reste stable? Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un noyau identitaire autour duquel on vit des changements?
une espèce d'essence, hein, par rapport auquel le reste de ce qui nous arrive, vient, pour remployer le langage d'Aristote, comme un accident, comme quelque chose qui vient en plus? Ou est-ce au contraire, on considère qu'il n'y a pas réellement d'essence ou de choses stables et qu'on n'est que pris dans du mouvement et on n'est que pris dans du changement? Voilà, donc après, je vous donne des éléments de réflexion, hein, mais je pense que c'est une question qui est indissociable de la question de savoir pourquoi il est si difficile de changer. Parce que ça implique, quelqu'un le disait plus haut, une remise en cause personnelle aussi, de ce qu'on considère comme, nos valeurs, fondatrices et solides et puis de ce qu'on considère comme, justement lié à un environnement, lié, à nos histoires, et à tout ce qu'on peut avoir traversé qui a pu nous faire changer. Changer, c'est donc quelque chose de temporaire. Dans le changement, oui, il y a forcément cette idée enfin, si on admet la possibilité du changement, on admet forcément l'idée qu'on est dans un flux et que si les choses changent dans un sens, elles peuvent forcément, rechanger dans un autre. Voilà et que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que la question d'un changement acquis qui reste pour toujours est pas forcément toujours, est pas forcément défendable, je pense. Je sais pas ce que vous en dites? Ouais, alors Ilona, le tempérament ne change pas, mais le caractère peut changer. Alors ça, il faudrait que vous précisiez ce que vous faites comme différence entre le tempérament et le caractère. Heu, Là, effectivement, on pense à quelque chose qui est très, qu'il faudrait creuser. Ce serait presque un sujet à part entière sur la question de l'inné et de l'acquis. Mais en tout cas, la question de l'identité nous surgit nécessairement d'un questionnement sur le changement. Voilà, ça c'est absolument incontournable, au sens où l'identité, par définition, et au sens vraiment philosophique premier, c'est être identique à soi-même. C'est rester le même. C'est ça l'identité. C'est rester le même. Voilà. Et donc de dire déjà que notre identité change, c'est déjà un paradoxe en soi, parce que si l'identité c'est rester le même ou rester identique à soi, comment ce qui reste identique à soi peut changer? Bon, pas évident à penser cette affaire-là, mais ça serait un autre, sujet à part entière que de réfléchir à ce que c'est que cette identité, à ce qui change ou à ce qui change pas en nous, à qu'est-ce que c'est ce au plus profond de nous? Bon, heu, à réfléchir. À qu'est-ce que c'est que cette question de l'âme? Bon, est-ce que vraiment c'est l'âme qui change pas? Enfin voilà. Mais en tout cas, on va pas trancher sur ça parce que ça nous amènerait un petit peu loin. Mais en tout cas, c'est cette question que ça soulève, de s'interroger sur, qu'est-ce qui est sur est-ce qu'on peut se changer soi? Puisque c'était bien ça le propos là qu'on essayait de creuser, c'est comment on fait pour se changer soi? Bon, pas évident parce que finalement, soi, notre identité, notre personnalité, bon, tout ce que vous avez pu exprimer, comme étant une part un peu essentielle à nous-mêmes, est tellement mêlé et tellement tricoté avec des habitudes, avec des normes sociales, avec une histoire, avec des traditions, que, ça semble extrêmement délicat et compliqué d'arriver à démêler ce qui serait une sorte d'épure de nous, de ce qui serait, tout ce dont on résulte, à savoir, un tissu d'habitudes, un tissu, de normes sociales, un tissu d'histoire et ça serait effectivement pas du tout simple. Oui, alors on peut le traiter sur un plan psychologique, ce sujet-là, de l'identité. On peut aussi le traiter sur un plan philosophique, où là, on l'abordera plus sur un plan justement de qu'est-ce qu'on appelle identité et on abordera plus la question de identité permanence ou identité changement. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là, en fait, que je l'évoquais. OK. Donc du coup, est-ce qu'il est envisageable ou du moins pas trop paradoxal d'espérer finalement on peut se changer nous-mêmes? C'est difficile parce qu'on lutte contre, tout ce qu'on a intégré inconsciemment, les normes, les habitudes, enfin tout ce qu'on a, énuméré, mais que ce n'est pas impossible. Voilà et les exemples que vous donnez en disant: «Bah oui, mais on peut changer plein de choses», montrent que ce n'est pas impossible, mais en tout cas montrent combien c'est difficile et à combien d'obstacles est-ce qu'on doit se heurter justement parce que ça implique de renoncer. Plusieurs l'ont mis, c'est un renoncement finalement. C'est renoncer, à être dans la norme, renoncer au conformisme, renoncer à des habitudes, construire d'autres habitudes. Quelqu'un l'a dit à un moment qu'il y a quelque chose de douloureux ou d'inconfortable dans ce processus où il faut se défaire de quelque chose. Changer, c'est forcément se défaire de quelque chose, laisser sur le bord du chemin, des choses, peut-être auxquelles on tient,
mais dont on sait que pour aller de l'avant, il faut les laisser sur le chemin. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Se changer soi, oui, OK, c'est peut-être, pas impossible, c'est difficile parce que ça veut dire abandonner des choses et laisser sur le côté, des éléments qui peuvent malgré tout être identitaires ou importants pour nous. Alors, dernier, point de vue, puis après, on échange. On a dit, ben, changer, c'est abandonner quelque chose qui vient du passé. Voilà, son histoire, ses normes, sa famille, ou du moins des habitudes, enfin tout ce qu'on a sédimenté finalement au cours de notre existence. Changer, c'est aussi réfléchir à comment on se projette sur l'avenir. Quelqu'un l'avait dit au tout début ou je sais plus dans le cours de la discussion, bah, changer, c'est aussi se demander: «Je change pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Vers quoi je vais? Vers quoi je me projette?» Et ça pose, une autre piste qui pourrait expliquer pourquoi le changement est si difficile. Ben, c'est parce que changer, ça veut dire aussi aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas bien, aller vers un avenir qui est incertain, qu'on ne connaît pas encore et qui peut être, sujet, à un certain nombre d'angoisses ou d'inquiétudes, au sens où finalement, bah, aller de l'avant, c'est aller, vers quelque chose qu'on souhaite certes, on sait pas trop bien quoi, on ne sait pas quelle est l'idée qu'on s'en fait, mais c'est aussi, aller surtout vers ce qu'on connaît pas encore et ce qu'on n'a pas encore construit. Bon alors ma petite caricature là, elle illustre un peu cette idée-là. Elle fait aussi écho à ce que disait Machiavel, dans l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, à savoir que quand on demande qui veut le changement, bah, tout le monde est OK, parce qu'on peut tous, trouver des sources d'insatisfaction dans notre présent. Par contre, quand on dit: «Bon, alors maintenant on y va» et puis on se projette dans l'avenir et on essaie de construire, ce que va être ce changement, on est effectivement dans ce que dit, Gaël, l'inconnu nous fait peur. L'inconnu nous effraie et on se dit: «Oh là là, oui, comme dit le dicton populaire: «Je sais ce que j'aurai, je sais ce que j'ai, je sais pas ce que j'aurai». Donc oui, oui, bah, changer d'accord, mais pourquoi? Enfin, je veux être bien sûre de ce vers quoi, je vais ou de ce qu'on me promet dans le changement pour franchir le pas. Et ça, c'est aussi une vraie difficulté, qui est simplement la confrontation à l'incertitude, le fait d'assumer l'incertitude, qui vient aussi du fait que notre point d'observation, il est toujours un peu un point en équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une forme de pari. Je parie que, ce changement va m'être bénéfique. Je sais à quoi je dois renoncer pour, changer. Ça OK, je le sais, je le vois, c'est, bah, tout ce qu'on a évoqué, rapidement, mais je ne sais pas encore si le jeu en vaut la chandelle et si je vais être vraiment gagnant. Et c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, du pari et de ces peurs effectivement qui nous freinent et de cette peur de l'inconnu. Voilà, c'est exactement ce que dit Nadia, c'est cette notion de risque. C'est qu'il y a une prise de risque, hem, se lancer un peu dans l'inconnu, se lancer un peu dans le vide et la mesure de ce risque reste fondamentalement incertaine et voire même immesurable, y compris lorsqu'on a déjà engagé le changement. Alors je vous prends un exemple qui me semble, en tout cas, qui mérite de se poser. C'est-à-dire, ben, finalement, bah, comment on sait que le changement a été accompli et comment on sait qu'il va vraiment, être bénéfique? Alors je vous ai mis un petit exemple sur un sujet dont on parle beaucoup, qui est le changement climatique. Alors d'après vous, à partir de quel moment, à quel point de bascule, hein, mais à partir de quel moment on peut vraiment dire qu'il y a du changement climatique? Puisque vous savez que c'est une thèse qui est contestée, cette thèse du changement climatique. Donc on rentre pas dans le débat de savoir si c'est juste ou pas, hein, on va pas, se substituer aux scientifiques. Mais vous, là, vous dites: «Bah, comment on sait que qu'il y a bien du changement climatique?» Comment vous le voyez? Comment vous le savez? Hop, il fait chaud, voilà. Et donc du coup, on se base, sur notre expérience empirique, bah, tiens, l'année dernière, à la même époque, il faisait plus froid ou il pleuvait plus ou tiens, il y a pas eu de neige cet hiver, il y a une canicule l'été, des courbes de température. Oui, heu, le fait que ce soit contesté, ça peut sembler incroyable, mais en même temps, si on objective les choses sans se placer du point de vue des scientifiques, hein, bien sûr, c'est pas si facile que ça et quand vous demandez aux scientifiques qui ont étudié, de près ces sujets-là, heu, on s'aperçoit que ça devient très vite compliqué d'arriver à évaluer à partir de quel point d'observation, heu, de qui on est nous comme observateurs pour mesurer qu'il y a eu du changement. Voilà. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on demande aux anciens, à ma vieille grand-mère, elle voyait qu'il neigeait tous les hivers en Alsace et cetera». OK,
mais c'est toujours des positions relatives d'observateur. J'avais vu une étude intéressante qui montrait que depuis les relevés de température, en fait, si on prenait des moyennes, alors tout dépend comment on fait les moyennes et quelle zone on prend, il n'y avait pas forcément une différence flagrante en termes de relevés de température. Bon, alors on peut hurler, hein, c'est c'est pas le souci, mais en tout cas, c'était intéressant parce que ça montrait finalement que la mesure du changement, elle est vraiment totalement relative au point d'observation, à l'endroit où on observe, au moment où on fait cette observation et à la manière dont on produit les relevés. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que si on se place, du point de vue d'un observateur dans un siècle, est-ce qu'il parlera du réchauffement climatique ou du changement climatique? On ne sait pas. Il y a eu, au Quaternaire une ère glaciaire. Bon, bah, on a parlé d'un changement climatique. Aujourd'hui, on l'a attesté, bon, à partir d'un certain nombre d'observations. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on a pu l'attester? C'est-à-dire, est-ce que quand on est au moment où on vit l'événement, où on vit, une phase de changement, est-ce qu'on est des bons observateurs? Est-ce que notre regard est, suffisamment acéré et distancié pour observer un changement? Bon, voilà, donc c'est une question ouverte, à savoir que finalement, notre manière d'évaluer un changement, de mesurer le changement, elle est vraiment liée à notre point d'observation ici et maintenant, au présent. Et si vous transposez cet exemple, à votre situation personnelle, ben, si vous dites: «Voilà, bah, à l'âge que j'ai aujourd'hui, à quel moment j'ai changé?» Bah, peut-être que vous y verrez clair si, vous avez, 40, 50, 60, 70, enfin que vous avez déjà un recul et une forme de rétro de enfin d'introspection aussi sur votre parcours de vie. Par contre, si vous vous sentez en plein changement justement, bah, vous ne percevrez pas forcément si aisément que ça, le chemin que vous avez parcouru. Voilà, c'est un petit peu ça que je veux dire. C'est que le point d'observation du changement est extrêmement difficile à situer et quand tout est à cause, il ne pourra jamais être objectif. Hem, oui, alors ce que dit, Afap, si je me trompe pas et peut être effectivement le cas. Ça peut être une explication psychologique de dire qu'on est dans le déni. Mais je pense que ça peut être aussi, c'est pour ça que j'ai pris un exemple scientifique, un état de fait, pour les scientifiques. De constater que finalement on parle toujours du changement à un instant T, entre ce qu'on a observé, à un instant T 0 et ce qu'on observe à un instant T 1. Alors je l'illustre autrement, hop, voilà, par ça, alors j'ai pas eu le temps de retrouver, mais j'ai lu ça une fois chez un philosophe, mais j'ai pas retrouvé, je suis désolée la référence, je la retrouve, je compléterai. Qui prend l'exemple justement d'un observateur ou d'un général qui observe un champ de bataille et donc qui est en surplomb, il est sur sa colline et il observe le déroulement de la bataille et il s'assure que la stratégie qu'il a donnée, à ses troupes, est bien mise en œuvre et pour lui, ben, finalement, il peut considérer que si son armée est en position défensive, il peut observer pendant une demi-journée, la scène, il ne voit pas de changement. Pour lui, ses troupes tiennent les positions, les troupes adverses attaquent, mais il n'y a pas de changement pour lui. Parce que pour lui, le changement, ça serait, une perte de terrain, de ses troupes. Voilà. Par contre, mettez-vous à la place du combattant qui est au milieu de la bagarre là. Bah, lui, il voit le changement. Il voit la change le changement, à chaque seconde, au moment où la bataille, se déroule, sous ses yeux et même, avec lui, puisqu'il est pris dedans. Et donc du coup, il y a vraiment cette perception du changement qui est extrêmement subjectif et qui est extrêmement du coup difficile à mesurer, dans nos vies et dans nos expériences, personnelles. Oui, mais c'est vrai que ça nécessite une prise de recul. Il faut se mettre un petit peu au balcon, si je puis dire, pour observer, comment on évolue et qu'est-ce qui bouge par rapport à l'avant. Et ça, c'est pas nécessairement, ni immédiat, ni facile, ni, évident et ça rejoint ce que certains disaient quand ils parlaient de déni ou de difficulté à un moment à prendre ce recul pour dire: «Qu'est-ce qui a vraiment changé?» ou «Qu'est-ce que je voudrais vraiment qui change?» Alors le changement perceptible sur la durée, oui, sachant que la durée est toujours subjective. La durée, c'est à partir de quel moment est-ce que, je considère, le point zéro, on va dire et à partir de quel moment est-ce que je considère le point, d'aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est le propre de notre condition humaine. On n'y peut rien. On est situé dans le temps et on vit à un certain moment du temps. Voilà. Donc on peut dire oui, aujourd'hui, on a beaucoup innové dans tel et tel domaine. L'innovation, c'est un bon exemple. On va dire oui, on a innové. Bon, eh ben, ça se trouve dans 5 ans,
on considérera que c'était pas une innovation puisqu'en fait ça intéressait personne et que c'est déjà oublié. On a plein d'exemples comme ça. Donc voilà, donc c'était pour signaler que ce qui est difficile de enfin, il est difficile de changer précisément parce qu'on a parfois du mal à mesurer, le simple fait du changement, chez nous et chez les autres. Ajouter à ça, une autre manière de considérer qu'il est difficile de percevoir le changement, c'est aussi le fait que le changement est toujours lié, à un système ou à des interactions qu'on a avec les autres. Alors je prends un exemple de Paul Watzlawick, hein, qui est, psychothérapeute systémicien, pour ceux qui connaissent. Et il prend l'exemple de la situation d'un couple où une femme, ne cesse de demander plus d'attention et de tendresse à son mari. Elle est tout le temps en train de dire: «Oui, mais, tu pourrais te préoccuper de moi, tu pourrais me prendre dans les bras» et cetera et cetera. Et ce qu'il remarque, c'est que plus elle le sollicite, plus même elle le harcèle sur ce mode: «Bon, bah, alors, occupe-toi de moi» et plus le mari met des distances, rentre tard, et la délaisse finalement. Et donc ce qui montre, c'est qu'à partir du moment où on fait changer ce système de communication ou d'interaction entre les 2 personnes du couple, on se met en capacité que finalement le comportement de l'un change le comportement de l'autre. Et ce qu'il essaie de faire, c'est justement d'amener la femme, l'épouse, à, à essayer une autre stratégie, même si son objectif reste le même, elle veut l'attention de son mari, pour déplacer finalement la réponse, qui est celle de son mari, qui est plutôt de l'évitement ou du retrait. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ça montre que finalement je ne peux produire du changement, qu'en m'intégrant le fait qu'en changeant moi, je change aussi les autres autour de moi. Et je pense que vous avez tous des exemples de situations où finalement, vous avez changé quelque chose dans votre comportement et l'autre a changé finalement en réponse. Ou au contraire, une personne avec qui ça passait pas du tout, que vous trouviez, distante, agressive ou hostile, si vous apercevez un changement dans l'attitude de cette personne, vous vous positionnez autrement. Et ça, c'est un jeu de communication, très important qui montre que la perception du changement, encore une fois, elle est subjective et elle dépend vraiment d'une interaction, systémique, en l'occurrence. Je lis la citation d'Anna: «Changer n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir qui on est et l'accepter». Voilà, alors ça, c'est plutôt ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux questions d'identité, effectivement. Mais le présupposé de cette formule de Jacques Salomé, c'est qu'on a une identité. C'est qu'on sait qui on est, c'est qu'on a découvert qui on est, on pourrait le dire, et qu'on l'a accepté. Et la question de qui on est, ben, encore une fois, ça sera une autre conférence, hein, sur la question de l'identité, mais elle touche de près effectivement à cette question de se changer soi. Voilà. Donc dans l'exemple que je viens de vous donner, en fait, on se change jamais soi tout seul. C'est-à-dire qu'en se changeant soi, on déplace les lignes chez l'autre et inversement, quand l'autre change, ça déplace aussi les lignes chez nous et que ça, c'est extrêmement difficile à percevoir, à identifier et ça se fait un petit peu tout seul des fois. Être le changement que l'on veut pouvoir observer. Oui, c'est une très belle formule de Gandhi que cite Mélodie. Être le changement que l'on veut pouvoir observer. Voilà. C'est exactement ce jeu de la position de l'observateur et de comment est-ce que cette position de l'observateur n'est pas neutre et impacte la perception qu'on a du changement et la manière dont il advient ou pas. Voilà. Et après, la dernière idée que je voulais vous transmettre, c'est plus, ben, c'est hyper compliqué en fait d'arriver à mesurer exactement ce qui change et ce qui change pas. Et ce qui accroît à mon sens encore la difficulté, c'est que finalement on change, on veut changer, on aspire au changement et on ne sait pas toujours ce qu'on cherche ou quel sens on donne à nos efforts de changement. Donc si on suit Jacques Salomé, on va dire: «Bah, je vais changer pour devenir qui je suis» et si vous avez la chance de savoir qui vous êtes ou qui vous voulez être, et ben, je trouve que vous avez une vraie chance et un vrai guide finalement pour vous orienter vers ce que serait le bon sens ou le bon choix. Mais, depuis l'émergence de la modernité, hein, en gros depuis, l'époque des Lumières où, finalement la société s'est laïcisée, où on n'a plus une, finalement définition du sens de la condition humaine qui est posée par, Dieu, par, des valeurs transcendantes, des valeurs qui nous dépassent et où finalement on aurait une religion qui pourrait nous dire, quel est le bon sens pour l'homme. Ça c'était finalement le monde d'avant les Lumières. On n'a finalement plus rien qui nous oriente avec certitude sur ce que serait, le bon choix ou la bonne voie pour nous. Voilà. Et donc changer, c'est prendre un des 2 chemins là, sur mon image et qu'est-ce qui fait qu'on va à gauche et à droite? Bah, dans cette image, l'horizon il est le même
Et donc du coup, on ne peut pas s'appuyer réellement sur une valeur ou une puissance transcendante à nous, en tout cas dans la vision globale de la modernité. Je pense que ça n'enlève rien aux croyances religieuses, pour nous orienter. Si vous revenez sur un monde, on va dire pré-moderne, on pouvait toujours dire qu'un Dieu, avait défini notre mission et notre rôle sur terre et que finalement le changement, que la religion nous aidait à faire, était un changement qui nous permettait d'aller de toute évidence dans le bon sens ou dans le sens de ce que voulait Dieu. Donc il y avait pas cette notion d'incertitude ou de doute sur où on va. On sait qu'on va dans le bon sens et qu'on va gagner le paradis si on change, qu'on rectifie ses péchés, qu'on obtient le pardon, et cetera. Donc je caricature et je vais un peu vite, mais en tout cas, ce que je veux vous faire entendre, c'est vraiment cette bascule d'un monde, où finalement le chemin pouvait être tracé ou du moins des voies pouvaient être esquissées et nous donner des certitudes, à un monde qui naît depuis l'époque des Lumières, hein, qui a fait que s'accentuer dans ce sens-là, ou bah, pour reprendre la célèbre phrase de Nietzsche, que vous connaissez peut-être, qui est: «Dieu est mort». Alors, il faudrait faire très attention pour commenter cette phrase-là, hein, qui est toujours très utilisée et pas forcément bien. Mais dans l'idée «Dieu est mort» que Nietzsche donc prononce, dans Le Gai Savoir, donc c'est, début 19e siècle, enfin fin 19e siècle, pardon, on a vraiment cette idée très forte qu'il n'y a plus de valeurs qui sont toutes tracées et qui sont transcendantes et qui nous assurent de toute éternité que nos changements sont bons, que nos changements, nous font progresser, que nos changements vont dans le bon sens. On est toujours effectivement un peu au bord du vertige, heu, entre des voies dont on n'a jamais la certitude tant qu'on les a pas arpentées, qu'elles nous conviendront. Et beaucoup ont dit ça, précédemment quand, vous avez réagi sur l'identité. Beaucoup ont dit, «Oui, mais en fait, notre identité, c'est ce qu'on construit au fur et à mesure». Et ça, c'est vrai que c'est une vision tout à fait contemporaine, des choses, mais qui veut dire qu'on assume la part de risque et la part d'incertitude à changer et à faire un choix dont on sait pertinemment que peut-être il ne sera pas le bon. Voilà, on a tous des histoires de gens qui vont changer de travail et qui vont, le regretter, qui vont changer de vie, les citadins qui changent de vie, qui partent à la campagne et qui disent: «Ah non, mais finalement, c'est pas du tout ce que je cherche». Enfin, il y a toute cette idée d'une quête de sens qui pousse au changement, mais qui ne nous donne jamais aucune garantie, de réussite finalement, heu, par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est que vivre, oui, c'est changer, mais c'est aussi affronter, une forme d'incertitude qui vient précisément du fait que, ben, ce qui nous amène à changer, c'est tout ce qui fait une forme de motivation et je reprends le mot, motivation dans l'étymologie qui est movere en latin, qui veut dire bouger, ce qui nous meut, ce qui nous fait bouger. Et en fait, ben, ce qui nous motive, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait changer, c'est finalement, le la perception enfin la manière dont on va investir de valeurs, un choix, une décision, tout en sachant que, ce n'est jamais totalement, acquis, gagné et aucune condition ni de réussite ni de satisfaction à ce qu'on fait. Voilà, et c'est ça qui fait que c'est difficile puisque ce qu'on essaie de faire, hein, et je conclus comme ça, c'est que finalement on essaie d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que changer c'est difficile. Heu, bon voilà, alors pour, reprendre un petit peu, hein, donc soit on pense que c'est difficile parce que c'est impossible et que c'est illusoire et c'est tout à fait, entendable, hein, on peut tout à fait, défendre cette position-là. Soit on pense que changer c'est difficile et que le plus difficile c'est de quitter des choses et de quitter cette part, inconsciente qu'on a intégrée dans notre, construction identitaire et que, c'est aussi difficile parce que changer ça veut dire aller vers quelque chose, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, où on a une prise de risque qui peut être assez, énorme et pour lequel on n'a aucune garantie, de réussite ou de succès, dans la voie qu'on choisit. Voilà, donc je vais vous laisser poser des questions. Voilà, heu, alors j'écoute vos questions, si vous en avez, parce qu'effectivement j'ai un petit peu dépassé, je m'en excuse. Que dire de l'intérêt de plus en plus prégnant de la spiritualité, par exemple, à la pleine conscience? Alors, alors s'il y a intérêt, pour reprendre, les termes que vous employez, ça veut dire qu'il y a une envie d'autre chose. Enfin, il y a une envie d'une autre manière ou d'autres voies ou d'autres démarches
pour aller vers la quête de soi ou pour se chercher soi-même, quoi. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, la multiplication des propositions, l'ouverture aussi des propositions. Pour moi, ça va être tout à fait avec cette idée que, le monde est plus ouvert, que les choix possibles, sont moins balisés qu'ils pouvaient l'être, bon, dans l'Antiquité, c'est sûr, mais même jusqu'à assez récemment, et que du coup, il y a l'idée qu'on peut explorer un petit peu tous azimuts, qui est à la fois, formidable, c'est une vraie richesse, mais qui en même temps peut aussi, amener à l'idée que tout est possible et que tout peut changer. Voilà. Et donc du coup, je pense que cette question, elle est aussi à interroger parce qu'on a dit: «Pourquoi il est difficile de changer?» Est-ce qu'on peut tout changer aussi? Et est-ce que la spiritualité, c'est une énième proposition parmi d'autres? Ou est-ce que c'est un moyen de totalement, changer ou modifier sa manière de vivre ou d'orienter sa vie? Je ne sais pas trop si ça répond à votre question, mais voilà ce qui me vient quand je vous lis. La montée des religions, les évangélistes et cetera, ben, alors ça serait aussi un sujet, à part entière, mais je pense que c'est allié totalement à la quête de sens et au fait qu'on est dans un monde, sécularisé, dans un monde laïque, où effectivement on ne peut plus se raccrocher à des valeurs, normatives, en tout cas sur le plan du sens de la vie. Parce qu'une des choses qui a amené la modernité, c'est bien l'idée que, le politique ou l'organisation de la société est l'affaire de tous et on le règle en démocratie. Par contre, la vie privée et le bonheur privé de chaque citoyen est son affaire personnelle. Et donc du coup, on est sorti finalement de l'idée que le bonheur, de chacun pouvait aussi être une affaire collective et la religion propose ça. Les religions nous proposent ça. Nous proposent, avec l'idée de communauté, avec l'idée de valeurs collectives ou de valeurs partagées, l'idée que le bonheur est aussi, peut aussi se trouver dans un collectif et dans des croyances, partagées. Et ça remet du sens ou ça remet des valeurs partagées qui nous sortent de l'espèce de solitude dans lequel on peut être, dans mon choix de photo là, mais c'était voulu, de montrer qu'on en est voilà, que c'est la modernité qui nous a aussi amenés là. Alors, je trouve que cette quête du devoir changer est parfois culpabilisatrice. On peut aussi, sur plein de choses, décider de ne pas changer, accepter. Si ça ne met pas ta santé ou celle de quelqu'un d'autre, est-ce si grave de ne pas changer? Oui, ça, je pense que c'est une très bonne question. J'ai hésité à un moment à aborder ça, puis je me suis dit: «Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi c'est difficile de changer?» Donc le présupposé, c'est, la question du changement. Mais après, j'adhère tout à fait, à votre remarque, hein. Je trouve ça très juste qu'il y a quand même dans notre société une espèce de norme aussi, de dire: «Il faut changer, le changement c'est bien», hem, très lié à la société de consommation, il faut le dire. Parce que plus on change de voiture ou plus on change de coiffure ou de vernis à ongles et puis plus on consomme. Voilà, donc ça c'est évident. Hem après oui, oui, je vous suis, que le changement, c'est aussi une injonction qui est propre, à la société dans lequel on est aujourd'hui. Heu, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, n'oubliez pas, je vois Gaëlle, n'oubliez pas de répondre, au sondage. Donc changer en conscience, oui, ça c'est une piste, sur lequel finalement quand je creuse, je reviens toujours. Alors qu'on a un petit peu dans l'idée de Descartes, hein, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Mais il y a aussi l'idée de qu'on retrouve aussi dans le stoïcisme ou chez Épictète, quand il dit: «On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer les choses, on ne peut changer que nos jugements sur les choses ou nos avis sur les choses». Voilà. Et effectivement, bah, si on change notre jugement sur les choses, par là même, on peut, comme le suggérait Ilona, pas être dans le changement permanent, mais arriver à juger par rapport à une situation, si c'est le changement qu'il nous faut ou si c'est l'acceptation d'un état de fait, qui quelque part peut aussi être une forme de changement si précédemment on est dans la colère ou dans l'opposition ou dans la haine. Donc effectivement, la question se pose vraiment dans ce terme de changer en conscience. Le changement pour soi. Oui, alors ce que je disais, c'est que le changement pour soi implique forcément des effets collatéraux sur autrui et c'est ça qui est intéressant dans le système, dans la notion que le changement est systémique. Mais effectivement, en changeant pour soi, prenez l'exemple du développement durable, de l'idée finalement qui s'impose de plus en plus que la question de la prise en compte du changement climatique, elle passe beaucoup plus par les actions des citoyens, de chacun d'entre vous, d'entre nous, que par des décisions globales de changer le monde. Voilà.
et ça, c'est effectivement, une piste intéressante. Dans le travail social, on accompagne des personnes attendez, j'ai essayé de lire. Hop là, attendez, j'ai perdu le fil de la question de Romane. Dans le travail social, on accompagne des personnes pour très souvent viser un changement, mais du coup, en fonction de la vision qu'on a, c'est pas possible. Du coup, c'est un travail perdu. Les visions de cette capacité au changement par la sphère politique impactent énormément ce travail. Ouais, alors effectivement, là, ce que vous décrivez, ça impacte aussi la question de la vision du changement et que peut-être que le changement que vous essayez d'entreprendre ne fonctionne pas en termes d'un résultat, mais peut-être que ça produit aussi un cheminement ou un jugement auprès des personnes que vous accompagnez, qui est peut-être pas perceptible. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure dans le fait, comment on perçoit le changement chez soi, chez les autres. Question difficile. Mais vous découragez pas, parce que je suis sûre que dans certaines situations, finalement, les lignes se déplacent sans même qu'on s'en rende compte. Peut-être vous avez expérimenté que des années après, vous vous rappelez quelque chose et vous dites: «Tiens, finalement, ça m'a fait changer», mais que sur le moment, vous étiez passé à côté. L'essentiel n'est-il pas d'être bien heureux dans le moment présent? Si ce n'est pas le cas, envisager de changer certaines habitudes? Oui, alors ça rejoint ce que disait Ilona, dans un petit peu son insurrection contre, changer à tout prix. Oui, effectivement, ça peut être une toute autre voie de dire, «Mais finalement, pourquoi changer?» Ça aurait pu être une autre approche, hein, de réfléchir sur: «Mais faut-il changer vraiment? Ou, est-ce que, on peut pas s'inscrire effectivement dans le présent, dans, soit de l'éphémère, soit du permanent, enfin, dans quelque chose finalement qui nous rattache davantage, au moment présent et qui soit pas dans un flux, de passé, d'avenir, qui effectivement est inconfortable, et pas forcément, source forcément d'une satisfaction ou d'une réussite ou du bonheur. Ouais. La question que vous posez derrière, c'est est-ce que le bonheur, passe forcément par un changement? Peut-être pas, je ne sais. Je pense que c'est effectivement une piste qui est intéressante à envisager. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et qu'on a dépassé l'heure, impartie. J'espère que Gaëlle, me pardonne. Et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, ah si, ouais, et donc Gaëlle annonce le replay, pardon. Merci beaucoup, merci. On ne peut pas changer les personnes, mais on peut créer des déclics chez nos bénéficiaires. Oui, ça c'est cette idée de déclic, elle peut être aussi intéressante. Hem, oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire difficile, ça veut dire que c'est pas bien ou ça va nous rendre malheureux. Mais le difficile, malgré que, ce soit connoté négativement, ouvre aussi l'idée au fait que bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut être la galère, oui, comme dit Ilona, mais c'est comme ça, voilà. Et que c'est pas nécessairement, dramatique ou insurmontable, que c'est une étape et là, ça nous inscrit effectivement dans une pensée du changement. Voilà. Après oui, ce que dit Liliane est juste aussi, décider de changer est facile, subir un changement est difficile. Je vous suis avec la nuance que, décider de changer, c'est facile. Par contre, mettre en œuvre le changement qu'on a décidé, ça peut être très difficile. Pensez aux gens qui sont dans des addictions, pensez à vos bonnes résolutions du 1er janvier, voilà, pensez à toutes ces fois où on dit: «C'est décidé, je vais changer». Ça, c'est facile, il y a pas de problème. Par contre, mettre en œuvre et investir vraiment, voire, persévérer, rester dans la durée, ça peut être beaucoup plus difficile et j'espère que je vous ai éclairé sur, quelques hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi c'est si difficile. Peut-on changer un trait de caractère? Colérique, par exemple? Ben, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'il y a pas de raison qu'un trait de caractère enfin, ou alors vous pensez à la permanence de l'identité, qu'on a une identité une bonne fois pour toutes, ce que je ne crois pas. Mais là encore, c'est une question d'interaction et c'est une question de la manière dont la colère s'insère dans comment dire? Dans un système de communication ou dans l'histoire d'une personne. Les 5 blessures de Lise Bourdon, je ne connais pas. Merci pour la référence, j'irai voir. Merci pour vos merci, ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous a ouvert des perspectives et que ça vous a intéressé. Voilà, Gaëlle annonce, le sondage. Ça m'intéressera toujours de voir vos retours et puis les conférences à venir.
Donc merci beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir de défiler que des merci. Ok, on pourrait encore parler très longtemps, mais je vous souhaite en tout cas à tous une belle soirée. À quand votre prochaine conférence? Bah, si vous avez là vite une idée de sujet qui vous passionnerait ou sur lequel vous seriez prêt à réfléchir, je peux m'y pencher. La dernière conférence que j'ai faite, j'avais noté quelques idées que j'avais trouvées intéressantes. Bon, vous pouvez les mettre dans le sondage aussi. La question du bonheur, le changement dans l'entreprise. Oui, des questions. Alors le changement dans l'entreprise, il se trouve que je fais aussi des formations au changement dans mon milieu professionnel, parce que c'est voilà, bah, comme tout le monde, hein, je suis aussi confrontée à cette question du changement dans mon environnement professionnel. Et donc c'est des sujets effectivement qui m'intéressent. La place de l'amour dans le quotidien, beau sujet aussi. Euh, oui, ne passez pas à l'action trop rapidement. C'est pas voilà, c'est pas forcément ça la clé du changement et c'est pas forcément effectivement d'obéir à ces injonctions qu'on a beaucoup de changer, changer, changer et de valoriser le changement qui amène à des changements véritablement constructifs pour nous. Je vous remercie tous pour Merci votre beaucoup. attention. Je vous remets une dernière fois le lien vers le sondage pour ceux qui l'auraient laissé passer. Anne, je vous laisse le mot de la fin et je couperai la conférence juste après. Bah, merci beaucoup Gaëlle, merci à tous ceux qui sont encore là et puis changez bien. Pas forcément changer beaucoup, changez bien et prenez tout le temps qu'il vous faut pour peser ce qui est difficile ou pas difficile dans le changement, en gardant bien en tête qu'effectivement le changement c'est pas un dogme, c'est pas bien parce que ça change, euh, mais que pour autant quand on l'entreprend ça peut être une épreuve et demander du courage. Donc voilà, bonne suite à vous tous et merci Mm. encore. Au revoir. Merci Anne et bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi. Au revoir.